Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 6 février 2015. En manchette cette semaine, les premiers répondants de Mont-Louis recherchent des bénévoles, la 26e campagne de sécurité en transport scolaire, les pharmaciens propriétaires dénoncent les compressions budgétaires du gouvernement, le réseau Biblio-Gym a 40 ans et la Gaspésie devient éco-festive avec des festivals qui savent faire la fête. Le comité des premiers répondants de Mont-Louis est à la recherche de bénévoles qui désirent s'impliquer. Afin de mieux comprendre le rôle d'un premier répondant, nous avons rencontré M. Gaston Poitras, qui est premier répondant depuis une dizaine d'années, et M. Steve Saint-Pierre, qui est ambulancier. Nous sommes en compagnie de M. Gaston Poitras, qui est premier répondant pour Mont-Louis Anse Pleureuse, et M. Steve Saint-Pierre, que tout le monde connaît bien, qui est ambulancier également dans le secteur. Monsieur Poitras, vous êtes actuellement l'un des premiers répondants là, pour Mont-Louis Anse Pleureuse. Combien de répondants travaillent avec vous actuellement? Présentement, nous sommes 3. Vous êtes uniquement 3 répondants. Est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins? Non, c'est complètement... C'est sûr que c'est pas suffisant. Ça prendra au moins 8 pour former des équipes, pour pas tout être les mêmes qui sont d'appel de service. Donc, il y a clairement un besoin là, au niveau du recrutement pour aller chercher de nouvelles personnes pour vous accompagner dans tout ça. Oui, c'est sûr. OK. Pouvez-vous nous parler un peu, nous expliquer un peu c'est quoi le rôle d'un premier répondant? Le rôle d'un premier répondant, c'est, premièrement, on est appelé par le 911. C'est pour venir en aide à des personnes qui ont fait l'appel au 911, soit blessure, accident ou peu importe. Là, on est les premiers avec les ambulanciers à être appelés sur les lieux. Puis, c'est ça, on part de chez nous. Puis, quand on a un appel du premier du 911, il faut rappeler comme de quoi est-ce que nous autres, on indiqué de quoi est-ce qu'on se rend sur les lieux. Les premiers répondants sont évidemment des bénévoles. Est-ce qu'il y a une formation qui leur est offerte? Oui, c'est sûr qu'il y a une formation. Il y a une formation de 60 heures il y a 60 heures de formation qui est donnée par des techniciens ambulanciers. Il y a qui sont préposés spécialement pour donner la formation. Puis, en plus, normalement une pratique par mois avec des formateurs. Puis en plus, on apprend beaucoup avec les ambulanciers aussi, là, sur les lieux. Donc, quelqu'un qui veut être premier répondant, il va savoir, il va connaître son rôle, il va apprendre toutes les techniques qu'il a besoin pour faire son travail adéquatement. Oui, certain. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que pourrait être une intervention d'un premier répondant là, à partir de l'appel du 911? Oui, à partir de l'appel du 911, c'est... nous autres, on a reçu l'appel. Après ça, on faut communiquer avec le 911 comme de quoi est-ce qu'on se rend sur les lieux de l'appel. On arrive, en général, on arrive peut-être à 75% du temps, on arrive avant les ambulanciers. OK. Puis là, on donne les premiers secours, on donne, si on a besoin d'oxygène, on donne l'oxygène. Si on a besoin de réanimation cardiaque, on est formé pour. Fait que c'est ça. Donc, vous êtes souvent la première personne que les gens vont voir après avoir fait le 911. Oui. Vous avez, comme on disait tantôt, il y a un besoin au niveau du recrutement bénévole. Comment vous allez procéder pour aller chercher des nouvelles personnes qui vont s'impliquer? Là, on fait une soirée d'information le 17 au CLSC des Berges. On a formé un comité de recrutement. Puis on va avoir Jacques Roussel qui est responsable au niveau de Gaspésie-les-Îles pour la formation de premier répondant. Il va être avec nous. Donc, la population est invitée à venir comprendre c'est quoi le rôle d'un premier répondant, voir exactement là, comment ça peut fonctionner au niveau de leur implication, puis ils vont avoir toute l'information à ce moment-là. Oui, toute l'information va se donner le 17 au soir avec des personnes aptes à donner l'information pour le recrutement de premier répondant. OK. On a M. Steve Saint-Pierre qui est ambulancier. Tant qu'à avoir un ambulancier, on va vraiment profiter de ça. Est-ce que la présence des premiers répondants sur une intervention est vraiment facilitant? Est-ce que ça vous aide à faire votre travail?
Oui, définitivement. Il y a une affaire aussi qu'on n'oublie pas, c'est que le premier répondant est inclus dans toute la chaîne de survie quand on prodigue des soins à une victime à partir du moment qu'elle fait le 911. Quand on fait le 911, parce qu'il y a une personne qui est malade ou qui est accidentée, ça enclenche une chaîne d'intervention. Il y a les premiers répondants qui sont appelés en premier, qui sont très, très importants parce que souvent, ils arrivent avant l'ambulance, surtout dans des secteurs comme Gros-Morne ou ailleurs, où c'est loin. La réanimation cardiaque, c'est une question de secondes, souvent des questions de minutes. Alors, ces gens-là, ils jouent un rôle qui est très, très, très important. Donc, ça prend beaucoup de dévouement, bien entendu, parce que c'est du 24 heures sur 24. Mais comme il disait, on est à effectif réduit pour le moment. Eh bien, à ce moment-là, c'est difficile. Fait que l'aide de tout le monde est appréciée. Mais oui, ça l'affecte directement mon travail comme ambulancier. Moi, je leur donne un coup de main à trouver des gens d'une certaine façon parce que je suis sensibilisé à la cause. Je le vois, moi, le travail des premiers répondants. Je vois qu'est-ce qu'ils accomplissent. Puis on les voit, nous, les techniciens ambulanciers, là, on les voit grandir là-dedans. Parce que le cours, oui, il y a une formation de 60 heures. Après ça, tu es premier répondant, mais tu n'es pas lâché tout seul là-dedans. Tu es encadré par l'Agence de la santé. Il y a des pratiques. Ça va au rythme des gens. Donc, n'importe qui est capable de suivre un cours, que ça intéresse d'aider autrui, est tout à fait capable d'être un premier répondant. Puis ça nous aide directement parce qu'avec l'expérience, comme il disait, on continue d'apprendre justement tout au long de notre carrière de premier répondant. Ils vont toujours continuer d'apprendre. Eh bien, à ce moment-là, ça nous facilite la vie parce qu'ils préparent des choses de base des fois avant qu'on arrive. Puis c'est rassurant pour le patient aussi, beaucoup, 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 de savoir qu'il y a des ressources disponibles. L'ambulance n'est pas toujours là. Hein. Le premier répondant, il y a un rôle à jouer qui est important dans la communauté. Justement, pouvez-vous nous donner une anecdote sur une intervention que vous avez faite et que vous êtes arrivé et le premier répondant y était déjà? Oui, des exemples typiques, j'en aurais deux, peut-être, là, deux exemples typiques où le premier répondant joue vraiment un rôle important. Par exemple, lorsqu'ils arrivent en premier sur une réanimation cardiaque, si ça prend 10 minutes, 15 minutes avant que l'ambulance arrive, des fois ça peut prendre ça, eh bien, le premier répondant qui va exécuter de la réanimation avant qu'on arrive va favoriser beaucoup les chances de survie d'une personne. Mais un exemple concret d'un appel typique tout au long, par exemple, je vais même prendre un appel avec Gaston, par exemple, sans nommer personne ni rien, c'est juste un exemple. Il y a des gens qui ont des difficultés respiratoires. Donc, le premier répondant, il arrive dans la maison, il s'est assuré que tout était sécuritaire, il a été appelé par le 911, puis il prête assistance à une personne qui est en détresse. Donc, il va évaluer cette personne-là. Il va dire, cette personne-là, selon ce que j'ai appris, elle me semble en difficulté respiratoire, je vais lui administrer de l'oxygène. Alors, il va administrer de l'oxygène, il va faire les choses. Quand nous, on arrive, on a déjà une partie du terrain qui est préparée, puis de l'information qui a été recueillie. Ça accélère mon travail, ça accélère mon intervention, puis mon évaluation auprès du patient. Puis à force d'apprendre, puis d'en faire, un moment donné, c'est arrivé sur une intervention où nous, les paramédicaux, on donne des médicaments aussi maintenant. Tu sais, on a des actes comme ça qu'on fait. Eh bien, à force de nous voir faire puis travailler, ils prennent de l'expérience à force d'observation. Puis un moment donné, je me souviens d'un cas où j'avais demandé à Gaston de préparer le médicament à ma place. C'était sous ma supervision, mais à force d'apprendre, puis à force de voir des gens qui sont en difficulté respiratoire, eh bien, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a appris beaucoup de choses en suivant, et puis il a été en mesure d'administrer lui-même le médicament sous ma supervision. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, je ne suis pas le seul à faire ça non plus. Alors, c'est très valorisant. Il y a un apprentissage qui se fait tout au long de la carrière du premier intervenant. Puis, je tiens à le répéter, vous êtes des gens qui allaient être encadrés. C'est accessible à tout le monde. Puis, il y a des cours pour ça. Vous allez apprendre. Fait que, il n'y a pas de problème. C'est bienvenu à tout le monde. Donc, puis en plus, de ce qu'on comprend, ça fait vraiment une réelle différence dans les minutes de l'intervention, ce qui fait que c'est vraiment une action qui est importante pour les personnes. Donc, la séance d'information, on va juste rappeler la date, l'heure et le lieu. Le 17 au soir au CLSC des Berges à 19h. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Poitras, M. Saint-Pierre. Ben oui. Merci. Puis on espère que beaucoup de gens seront présents à la séance d'information. Nous, on y sera aussi, en espérant que les gens répondent à l'appel. Bien, merci beaucoup. La 26e campagne de sécurité en transport scolaire se tiendra jusqu'au 13 février prochain. Cette campagne, dont le slogan est « M'as-tu vu?», vise à sensibiliser non seulement les conducteurs, mais également les écoliers et leurs parents.
La contribution des usagers de la route est essentielle pour diminuer les risques d'accidents, plus particulièrement en zone scolaire et même dans les cours d'école. Chaque jour, 2328 élèves de la commission scolaire des Chic-Chocs sont transportés de leur domicile à l'école par 76 véhicules qui circulent matin, midi et soir sur les routes de la région. La campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire est un moment privilégié pour rappeler l'importance d'adopter des comportements sécuritaires à bord et en présence d'autobus scolaires. La Fédération des transporteurs par autobus, qui a initié la campagne annuelle, désire mobiliser tous les usagers de la route, le réseau scolaire, les écoliers et leurs parents sur le thème « M'as-tu vu ». Le slogan « M'as-tu vu » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l'importance d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur, surtout au moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un autobus. Luc Lafrance, directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus, nous parle des objectifs de cette 26e édition. On est quand même rendu à notre 26e campagne, mais c'est toujours les mêmes objectifs. C'est de sensibiliser non seulement les étudiants à faire attention lorsqu'ils utilisent le transport scolaire, mais aussi les parents et les automobilistes qui, à la vue d'un autobus scolaire, de redoubler de prudence parce qu'il y a toujours des enfants qui vont soit embarquer, débarquer l'autobus. Alors, on demande toujours aux gens de redoubler de prudence près des autobus scolaires. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On transporte quand même 550 000 jeunes soir et matin pour 1 million de kilomètres. On a un excellent bilan, mais je pense qu'à chaque année, il faut redoubler d'efforts pour passer le message et sensibiliser la population. Et c'est important pour nous, comme industrie, d'avoir ce bilan-là. On transporte quand même les enfants qu'on transporte aujourd'hui. C'est l'avenir des prochains travailleurs, des prochains professionnels, des prochains décideurs de notre société. Au cours de cette 26e édition, différentes activités seront proposées par l'équipe du service de transport de la commission scolaire des Chic-Chocs. Des jeux, des concours, des vidéos et une foule d'informations sont également disponibles sur le microsite de la campagne au www.matuvu.info. Toujours dans le cadre de la 26e campagne de sécurité en transport scolaire, nous avons rencontré M. Pierre-Paul Darèche, qui est chauffeur d'autobus scolaire pour l'entreprise Transport Ella Coulombe. Cette semaine, c'est la semaine de sécurité en transport scolaire. La Fédération veut lancer un message aux automobilistes, aux parents puis aux enfants d'être prudents en autobus puis autour des autobus scolaires. Est-ce que vous avez l'impression que les automobilistes respectent la réglementation ou font attention à vous quand vous conduisez? La plupart du temps, oui, mais pas tout le temps. Il y en a qui respectent pas surtout quand on est arrêté, là, puis il y en a la plupart le respectent, mais il y en a de temps en temps. Mettons, par année, là, 1, 2 qui va passer ses rouges pareil. Donc, vous ne pouvez jamais prendre pour acquis que les véhicules vont respecter, vont vous voir. Vous devez toujours être aux aguets, j'imagine? Ah, tout le temps. Moi, je regarde tout le temps dans mes miroirs. Puis, aussitôt que je suis arrêté, je demande aux jeunes, quand ils traversent en avant du bus, de vérifier s'il n'y a pas un autre qui va passer le bus. Il faut tout le temps vérifier, là. Malgré que j'en garde dans mon miroir pareil, là, pendant qu'ils traversent, je leur dis de passer. Au niveau de la conduite, à quoi vous pensez le plus au niveau de la sécurité? Qu'est-ce qui est plus problématique dans votre travail? Le pire là-dedans, là, c'est quand c'est glissant, il faut que tu fasses plus attention. Et puis, sa route, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Faut que tu conduis pour toi, mais il faut que tu conduises pour les autres aussi. Il faut que tu penses à ce que l'autre va faire quand il s'en vient. Moi, j'ai tout le temps peur qu'il se garoche en avant, là, tu sais, en avant du bus. Ouais. Fait que, ah non, c'est tout le temps watché. Vous transportez évidemment beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que vous dites aux enfants comme consigne de sécurité? Comme consigne de sécurité, les enfants, là, dans le bus, je leur demande tout le temps de s'asseoir droit, de jamais s'asseoir de travers, parce que s'il vient avoir un impact, c'est plus dangereux pour les autres. Fait que ça que je pense le plus, moi, c'est la sécurité des jeunes. C'est les jeunes qui sont ma priorité. Puis, est-ce qu'ils respectent les consignes, les jeunes? La plupart du temps, non.
Non. Mais il faut tout le temps répéter, puis répéter, puis répéter. Quand les jeunes débarquent du véhicule, qu'est-ce qui est plus dangereux pour eux? Les autres véhicules. Puis quand j'arrête, ben là, faut que je surveille s'il n'y a pas trop de glace. S'il y a de la glace, je les avertis quand ils débarquent. Faites attention, c'est glacé. Puis quand ils passent en avant du bus, ben faut que je leur dise de regarder tout le temps à votre gauche, en cas qu'il y en a un qui s'en vienne. Puis là, ben après, je vérifie dans mon miroir aussi, pour pas qu'il se passe rien. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Darèche, en espérant que le message soit entendu et que vous continuez à conduire longtemps. Je suis sûr que les jeunes vous apprécient. Merci beaucoup. J'espère, moi aussi. Ouais. Les auditions publiques en marge et consultations particulières en lien avec l'étude du controversé projet de loi 28 ont eu lieu depuis le 23 janvier dernier. Jusqu'à maintenant, plus d'une trentaine d'organismes, d'associations et d'intervenants ont présenté des mémoires devant la Commission des finances publiques. Parmi eux figurait l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui désirait dénoncer d'importantes compressions budgétaires que le gouvernement souhaite imposer à leurs membres. Mon collègue Patrick Lévesque s'est entretenu avec un porte-parole de l'association afin de mieux comprendre les conséquences que pourraient avoir les coupures anticipées dans ce secteur d'activité. Nous entretenons avec M. Jean-François Desgagnés, qui est administrateur à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires et qui est représentant des membres pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Bonjour, M. Desgagnés. Bonjour, M. Lévesque. Le 23 janvier dernier, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires a déposé à la Commission des finances publiques un mémoire en marge des consultations pour l'étude du projet de loi 28 qui porte notamment sur la mise en œuvre de certaines dispositions du discours du budget puis des mesures qui visent le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016. La position de votre association semble claire. J'ai pu voir sur votre site Internet que vous vous opposez au projet de loi 28. Quels sont les éléments du projet de loi 28 qui ont le plus d'impact pour vos membres? Le projet de loi 28, c'est un projet de loi qui est très, très vaste là, au niveau des pharmacies. Notre principale doléance, notre principale considération, c'est la diminution importante de la rémunération des pharmaciens. Vous savez, les pharmaciens vont chercher une partie importante de leur rémunération par le régime d'assurance médicaments. Et les pharmaciens utilisent ces sous-là, cet argent-là pour payer tout. Leur loyer, leur électricité, mais surtout leurs employés. Donc, nous, notre principale crainte, c'est que ce projet de loi-là fasse diminuer beaucoup l'accessibilité aux services pour la population. On ne peut pas toujours faire plus avec moins, et on a vraiment le sentiment clair que ce projet de loi-là va diminuer l'accessibilité aux soins. Donc, vous représentez beaucoup de membres qui ont une pharmacie, en fait, dans des petits milieux, des petites municipalités où les bassins de population ne sont pas très grands. Est-ce que vous croyez que ça pourrait amener jusqu'à des fermetures de ces pharmacies-là? On parle de diminution d'employés, de perte d'emploi, de diminution d'heures d'ouverture et définitivement de fermeture de pharmacie. Écoutez, ça peut avoir on prévoit que les pharmaciens en moyenne vont perdre jusqu'à 100 000 $ par pharmacie. C'est beaucoup d'argent et on ne peut pas penser que l'accessibilité aux soins ne s'en ressentira pas. Donc, couper ces services-là, être obligé de diminuer ces services-là, qui sont essentiels pour les régions, ça n'a pas de sens, là. C'est ne pas être conscient de la réalité de nos régions. Là. À la Commission, en fait, le mémoire que vous avez déposé portait le titre « À la recherche de stratégies négociées, porteuses et durables pour le régime général d'assurance médicaments ». Est-ce que la QPP a eu l'opportunité de discuter avec le gouvernement avant même la rédaction du projet de loi 28? On a eu des rencontres. Le ministre nous avait demandé de s'asseoir à une table de négociation pour parler de la loi 41 et du renouvellement de notre entente. Sauf que ces rencontres-là ont été complètement stériles. On parlait à un mur
et pour se ramasser un beau matin avec le projet de loi 28. Vous savez, un projet de loi, là, ça se rédige pas durant la nuit, là. C'était préparé de longue date. Il nous a amené à une table de négociation sans aucun mandat aux négociateurs gouvernementaux pour nous amener avec un projet de loi 28 en nous mettant un marteau en haut de la tête en disant, écoutez, si on n'est pas capable de s'entendre, si vous faites trop de chichi là, avec vos affaires, ben moi, je vais vous assommer. Nous, écoutez, depuis plus de 2 ans, depuis la loi 41, qu'on essaie de trouver puis qu'on propose au gouvernement et aux ministres qui se sont succédés des façons de faire des économies dans le système, justement de façon durable, en changeant des choses, en améliorant des choses. Et là, le gouvernement a dit, tous les efforts vont être attribués du côté du service, du côté de l'honoraire du pharmacien. Nous, on pense qu'il pourrait peut-être y avoir certains ajustements de fait pour que l'effort soit réparti un petit peu mieux. Puis d'ailleurs, on a proposé plusieurs pistes de solutions. Maintenant, la balle est dans les mains du ministre. Heureusement, la communication n'est pas rompue. On veut continuer de négocier. C'est une priorité pour nous pour arriver à une solution et pour arriver à une solution qui va être acceptable pour les pharmaciens et surtout pour leurs clients, pour s'assurer que les services soient encore disponibles. C'est une menace qui est réelle et grave. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Desgagnés, en espérant que tout se passe bien là, au niveau des négociations, puis que le gouvernement puisse vraiment là, entendre votre réalité puis entendre le message que vous lui lancez. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer, puis je peux vous dire qu'on va continuer de travailler fort pour notre clientèle, pour nos emplois, pour nos régions. Plus près de nous, la pharmacie Danny Bergeron de Mont-Louis risque d'être touchée directement par les mesures qui sont incluses dans le projet de loi 28. Nous avons rencontré M. Bergeron, qui est pharmacien propriétaire, afin de discuter des impacts que le projet de loi pourrait avoir sur son commerce. Nous sommes en compagnie de Danny Bergeron, qui est pharmacien ici à Mont-Louis. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Le projet de loi 28 prévoit de nombreuses mesures qui visent le retour à l'équilibre budgétaire. Parmi ces mesures-là, il y en a plusieurs qui concernent les pharmaciens. On parle de différentes compressions budgétaires au niveau de la rémunération, des lourdes pertes pour votre entreprise qui risquent d'arriver si le projet de loi est adopté. L'Ordre des pharmaciens parle, pas l'Ordre des pharmaciens, mais l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires parle de jusqu'à 100 000 $ de perte de revenus au niveau de la rémunération. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est rémunéré votre travail en tant que pharmacien? D'accord. Nous, notre rémunération, elle est globale. En fait, elle n'est pas à l'heure. On est un peu à l'acte, d'une certaine façon. À chaque fois qu'on fait un service, par exemple, un mois de médicaments, chaque pot, il y a le coût du médicament et, par exemple, pour la régie, ce qui représente 80 % de ma clientèle, on a un honoraire fixe habituellement pour un mois qui représente autour de 9 $. Cet honoraire-là, que le médicament vaille 2 $ ou qu'il vaille 7 000, on fait le même honoraire. À partir de là, c'est au volume qui fait en sorte que ce montant-là, cet honoraire-là, sert vraiment, c'est pas un honoraire de service professionnel seulement, c'est ni non plus un profit, c'est vraiment un coût de médicament qui, avec le volume, donc dans son aspect global, permet de couvrir toutes les charges fixes, ce qui veut dire le loyer, l'électricité, les taxes, les salaires, toute l'administration. Une fois qu'on a payé tout ça, qu'on a payé les salaires, bon, c'est là qu'il reste habituellement peut-être un profit normal d'une entreprise privée. Vos honoraires, comme vous disiez tantôt, représentent une partie importante du profit de votre entreprise. Qu'est-ce qui va arriver si le projet de loi 28 passe tel qu'il a été présenté? Est-ce que ça va avoir des impacts pour vous, assurément? Tel qu'il est, c'est que beaucoup de pharmacies, on est des jeunes pharmaciens qui ont racheté les pharmacies, qui ont investi. Donc, on a des dettes pour payer. Et si on prend une entreprise qui génère des fonds, donc à partir des honoraires qu'on calcule, ça donne un montant d'argent qui permet de payer les charges fixes. Une fois qu'on a couvert les charges fixes, qu'est-ce qui reste à partir du moment du salaire que je me retire? Bien, à partir de ce montant-là, versus ce qu'on gagne, on peut être dans du 1 pour 1, du 1 pour 10. Ça veut dire que moi, je couvre mes frais, je couvre mon salaire, je ne suis pas dans le surplus. Donc, je suis équilibré. À partir du moment qu'on coupe
c'est qu'à partir du moment où on tombe en dessous de ce ratio-là, c'est-à-dire que je ne peux plus me retirer, je ne peux plus couvrir, c'est-à-dire que je vais m'endetter pour travailler. Fait que si je m'endette avec ce que j'ai déjà, je travaille en m'endettant. Fait que on est loin de faire du profit. On peut faire un profit, mais avec tout l'endettement qu'on a, avec les couvertures, on ne peut plus se retirer les salaires. C'est-à-dire qu'il faut couper quelque part. Et si on coupe quelque part, évidemment, on va couper où? Bien, c'est couper 100 000 net. Fait que c'est couper quoi? D'un heures d'ouverture, d'un service, d'un salaire. On est en région, je veux dire... fait qu'il va falloir trouver une solution. Si c'est net comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir un impact. On va s'asseoir, mais en même temps, on nous en demande d'en faire plus. Les besoins sont là. Fait que c'est qui va le faire? Je veux dire, on n'est pas les dindons de la farce non plus, là. Parce que justement, le gouvernement, le ministre de la Santé veut vous impliquer encore plus dans le système de santé, être un acteur encore plus présent, en vous donnant de nouvelles responsabilités, en prenant une partie du travail que les médecins faisaient avant. Est-ce que vous allez être en mesure de le faire, cette partie-là, ces nouvelles tâches-là? Avec les situations actuelles, avec les coupures, c'est certain qu'on n'y arrivera pas. On a déjà de la difficulté à y arriver. C'est sûr que là, c'est impossible. Mais le problème, c'est que nous, on nous prend en sandwich, comme l'on dit, les moyens de pression. On est limité dans les moyens de pression qu'on peut faire parce qu'on a aussi un code de déontologie qui nous oblige à exécuter, à faire des suivis, qui nous oblige aussi à rendre un niveau de service. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas juste dire on oublie nos obligations, on laisse tomber nos obligations et puis on se ferme les yeux. En terminant, j'oserais vous demander, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre entreprise? Je suis toujours positif parce qu'il y a un besoin, on va se revirer de bord, c'est certain, mais je suis pas inquiet. Si je suis inquiet pour mon entreprise, je serais inquiet pour la région carrément au complet. Si moi j'ai à souffrir, je pense que c'est tout le monde qui va souffrir. Et si on a à subir, on ne se laissera pas faire. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine fête cette année ses 40 ans d'existence et souligne que son histoire est un livre sans fin. Le réseau Biblio-Gym s'est enraciné dans le portrait culturel gaspésien et madelinois au cours des 40 dernières années en implantant un réseau structuré, moderne et évolutif de bibliothèques publiques permettant la mise en commun et le partage de biens culturels. Grâce à son soutien technique et professionnel constant, les municipalités membres offrent un service municipal de qualité à près de 94 % de la population de la région. La bibliothèque municipale étant souvent le seul lien culturel d'une localité, on peut affirmer que le réseau Biblio-Gym aura contribué à rapprocher la culture des gens en assurant l'accès à la lecture et en soutenant l'organisation d'activités culturelles dans les communautés. La réseau Biblio-Gym d'aujourd'hui, c'est 87 000 habitants desservis, 32 municipalités membres, 51 bibliothèques, 170 000 livres français et anglais, 1500 livres numériques et 6000 nouveautés par année. Pour obtenir plus d'informations sur le réseau Biblio ou pour consulter le catalogue en ligne, il est possible de visiter le www.réseaubibliogym.qc.ca. La Gaspésie est festive et est reconnue pour l'être depuis déjà longtemps. Cependant, le regroupement Les événements gaspésiens était heureux d'annoncer que la Gaspésie n'est plus seulement festive, elle est désormais éco-festive. Dans une optique de développement régional durable, l'organisme Les événements gaspésiens a réalisé les démarches nécessaires afin d'obtenir une certification de gestion responsable des événements. À l'avenir, les 10 événements membres de l'organisme poursuivront leur action pour minimiser les impacts sur l'environnement et maximiseront leurs répercussions positives pour la communauté. L'organisme souligne qu'en Gaspésie, les événements sont importants pour le dynamisme de la communauté. Ils apportent, selon eux, une vitalité culturelle et développent le sentiment d'appartenance des Gaspésiens tout en entraînant des retombées financières positives et en créant de nombreux emplois. Cependant, les activités et les déplacements suscités par les festivals de la région ont aussi des répercussions sur l'environnement. La certification par les événements gaspésiens permettra de diminuer leur impact environnemental, en plus de consolider l'apport à la communauté. Le Bureau de normalisation du BNQ a créé cette certification en 2010 à la demande des organisateurs d'événements. Les critères sont élevés pour obtenir la certification et une fois celle-ci obtenue, les événements qui mettent en place de bonnes pratiques de gestion responsable peuvent obtenir une reconnaissance, c'est-à-dire un des 5 niveaux de classification.
Les festivaliers peuvent donc reconnaître une des 5 étiquettes du BNQ associées au niveau. C'est d'ailleurs lors de la traversée de la Gaspésie en ski ou en raquette, qui aura lieu du 21 au 28 février 2015, qu'apparaîtra pour la première fois en Gaspésie l'étiquette BNQ. Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 première avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.